sur le thème des maladies non transmissibles avec le Forum Galien Afrique, mais surtout sur le thème du genre, la gestion du genre dans les maladies non transmissibles. J'ai besoin de mon papier. Aujourd'hui, pour co-présider, nous avons le docteur Barnabé Gning, qui est directeur général de la santé du Sénégal, à côté de Madame le ministre Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, qui représente aujourd'hui. Et pour co-présider, nous avons le professeur Issa Won, spécialiste en santé publique. Nous avons surtout un parterre de femmes de grande qualité. À côté de ces deux grands hommes, nous avons le professeur Agnès Binagmao. Je pense que beaucoup la connaissent. C'est un ancien ministre de la Santé d'un pays que tout le monde admire, le Rwanda. Elle est actuellement recteur d'une université. Je n'ai pas mes papiers, mais en principe, je connais très bien son CV. Et les modérateurs vous la présenteront plus amplement. Le professeur Fawele, également aujourd'hui présente, mais c'est une ardente animatrice de ce forum, parce qu'elle vient chaque année depuis au moins 5 ans de suite. Le professeur Fatou Samba Diagonyay, devrais-je la présenter? Je ne pourrais pas, parce que c'est une professeure agrégée d'hématologie sénégalaise, mais c'est surtout ma présidente, parce que c'est la présidente de l'Association des femmes médecins du Sénégal. Donc, je dirais également que c'est la présidente du Forum Galien Afrique, le professeur Awa Marie-Col Sek. C'est l'association des femmes médecins qu'elle vient représenter aujourd'hui. Nous avons également le professeur Kouassi, je ne peux pas me tromper sur son prénom, Aya, qui est également présente sur ce forum, pour donc parler de genre et de maladies non transmissibles. Je vous passe la parole, messieurs les modérateurs. Merci. Merci. On passe la parole au docteur Barnabé Gning, qui est co-président et directeur général de la santé. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Mesdames et messieurs, je vous transmets d'abord les salutations de Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui jusqu'à H-1 a préparé cette session pour venir y participer personnellement. Et par la suite, donc une intervention urgente la retient et à ce titre, donc, nous sommes là pour porter sa parole et pour dire également que le ministère de la Santé, une fois de plus, récolte tous ces échanges issus de toutes ces rencontres à travers toutes ces sommités et toutes ces femmes, tous ces hommes pleins d'expérience dans un sujet de pleine actualité, les maladies non transmissibles. Rien qu'entre le mois de septembre et le mois d'octobre, je pense que nous sommes dans la 3e ou 4e manifestation d'envergure pour lutter mieux contre ces maladies. Et je sais qu'au mois de novembre également, le Sénégal, je parle sous le contrôle du docteur Sossé, au mois de novembre, le Sénégal va encore donner des coups à ces maladies non transmissibles. Le thème ou le sous-thème sur lequel autour duquel nous allons échanger, donc équité, genre et maladies non transmissibles, nous donnera l'occasion d'entendre tour à tour les panélistes qui sont devant vous. Donc au moment de prise de parole, chaque panéliste pourra être présenté. Ça nous permet donc de gérer
le temps au mieux. Et imaginez maintenant mon honneur de coprésider avec mon professeur, et mon honneur de parler en présence de mon directeur de thèse, le professeur Salif Sow, qui est là dans cette salle, mais également toute ma joie d'encourager l'équipe de la direction de la lutte contre la maladie ici présente, le directeur de la lutte contre la maladie, docteur Mamadou Moustapha Diop, le directeur ou le chef de la division de lutte contre les maladies non transmissibles, le docteur Malik Anne, que nous appelons au ministère notre champion, et donc tous ces agents de santé et d'action sociale et tous ces participants donc à ce forum. Bienvenue à tous les autres qui nous viennent d'Afrique et d'autres continents. Bon séjour au Sénégal. Pour la circonstance, en nous adaptant au mieux, nous devrons dans un premier temps écouter une dame qui est à ma gauche. Et quand j'ai survolé sa biographie, ça m'a rappelé le titre d'un texte espagnol qu'on avait étudié en classe de première et qui s'appelait Tres de un tiro. C'est le chasseur qui, avec une seule balle de fusil, avait tué 3 oiseaux. Tres de un tiro, parce que le professeur Fatou Samba Diago Ndiaye est professeur justement titulaire des universités du CAMES. Professeur Fatou est sur le point d'ouvrir un centre de greffe de moelle osseuse et de thérapie cellulaire de l'Afrique noire francophone, un projet qui lui a été confié spécialement et personnellement par son Excellence, le chef de l'État, le président Macky Sall. Et Fatou Samba est la présidente de l'Association des femmes médecins du Sénégal. C'est pourquoi je disais donc Tres de un tiro. Professeur, nos hommages. Et puisque vous êtes 3, ben, dans la première question, vous allez également répondre à 3. Parce que je viens de dire votre profil. Dans la première question, comment vivez-vous votre rôle de femme médecin, de mère de famille et de scientifique, occupant de hautes fonctions au niveau universitaire et hospitalier? Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le DGS. Je voudrais d'abord remercier le comité d'organisation du Forum Galien Afrique, en commençant par nos chers maîtres, notre cher maître, d'abord le professeur Eva, qui m'a eu dès la première année d'internat au service des maladies infectieuses avec le professeur Salif Sow, qui est ici présent, avec tous mes maîtres qui sont là, professeur Issaka, professeur Gallo, professeur Issawan. Je n'ose pas dire de bêtises et ça me stresse un peu parce que c'est tous mes maîtres à moi. Alors cette question, pour répondre à la question, comment je vis ce rôle de femme médecin, de mère de famille, de scientifique, de professeur d'université, je vais dire je le vis bien. je le vis bien. C'est vrai que ce n'est pas du tout évident quand on est à un certain niveau de responsabilité, parce que déjà être mère de famille, c'est de faire des enfants, c'est de s'en occuper, c'est de les accompagner, c'est de les guider, de les éduquer, de les soutenir. Être femme médecin, c'est être à la fois femme et médecin. Ce n'est pas du tout évident cette fois-ci, c'est-à-dire s'occuper de ses patients avec empathie, avec bienveillance, avec rigueur, tout en gérant son équipe avec beaucoup de leadership. Alors, être universitaire, c'est déjà très lourd parce que c'est l'enseignement supérieur, c'est la recherche, c'est la rédaction d'articles scientifiques, parce que c'est ça qui nous permet d'avancer, d'être retenu sur les listes d'aptitude au niveau du CAMES. Et c'est beaucoup de challenges quand on a toutes ces fonctions-là au niveau universitaire et hospitalier. C'est plus qu'un double challenge parce qu'il faut à la fois s'occuper de ces malades et de ces étudiants pour les former à devenir de bons médecins qui demain vont s'occuper de nous. Et donc je pourrais répondre brièvement à cette première question comme ça. Merci. Mais merci beaucoup, professeur. Je dirais que vous avez très bien répondu. Si on devrait noter la réponse, parce que vous avez établi, je ne sais pas si vous l'avez fait consciemment ou non, un fil conducteur hein, entre femmes, médecins et professeurs. Parce que la femme, elle est le professeur de ses enfants, non?
et même de son mari. La femme, c'est le médecin de sa famille, qu'elle soit médecin ou non. D'ailleurs, la femme est d'abord médecin de sa propre famille et enfin professeur. La femme, en éduquant ses enfants, s'exerce déjà au métier de professeur. À ce titre, puisque nous parlons d'équité et de genre, permettez de temps en temps qu'on cite quelques phrases fortes connues à travers le monde. Je sais que il est acquis et accepté que quand vous éduquez un homme, vous éduquez un citoyen, et quand vous éduquez une femme, ou quand vous formez une femme, vous formez une nation. Donc, professeur, tous nos hommages pour cette belle conjonction et pour cette belle coordination de femmes, médecins et professeurs. Dans la deuxième question, professeur, en tant que présidente de l'association des femmes médecins de votre pays, pouvez-vous nous dire quelle est la contribution de votre association dans ce domaine de lutte contre les maladies non transmissibles et quelles sont les activités ou programmes que vous êtes en train de mettre en œuvre? Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général de la Santé. Alors, l'Association des femmes médecins du Sénégal est une association qui existe depuis plus de 30 ans. Elle a été créée depuis 1990 et c'est une association qui a vu le jour grâce à nos aînés, dont le professeur Eva Marie Coll-Seck, qui est la présidente de cette association Galien Afrique. C'est une association qui intervient dans beaucoup d'aspects et je retiendrai un, c'est par rapport à la participation de la politique nationale de santé. Alors, par rapport à cette politique nationale de santé, nous intervenons dans la lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Et à ce titre, on travaille beaucoup avec toutes les divisions du ministère de la Santé, le DLM, avec le docteur Moustapha Diop, la division des maladies non transmissibles avec Malik Anne, et puis avec vous surtout qui chapeautez tout ça. Et on est invité régulièrement à tous les ateliers qui se tiennent sous l'égide du ministère de la Santé. Et donc je disais par rapport à la politique nationale de santé, on intervient dans tous ces aspects, passant de la lutte contre les maladies non transmissibles au soutien sur le plan psychologique en participant à certains projets, dont le projet VLF, j'y reviendrai tout à l'heure, et en parlant de maladies non transmissibles, surtout pour la mortalité maternelle et infanto-juvénile, on intervient en s'attaquant à la base du problème, c'est-à-dire aux hémorragies et aux anémies. On sait que les hémorragies du postpartum constituent les principales causes de décès chez la parturiente et on intervient en faisant régulièrement des activités de don de sang au niveau des différentes régions, des 14 régions. Et on a la chance d'avoir dans toutes ces régions des médecins qui sont dans les coins les plus reculés du pays, qui régulièrement organisent des activités de don de sang pour soutenir les centres régionaux de transfusion sanguine, pour lutter quelque part contre ces hémorragies du postpartum. En parlant d'hémorragie, je parle également des anémies chez les enfants et au niveau également infanto-juvénile, les adolescents, les femmes en âge de procréer. Et dans ces anémies-là également, on intervient en faisant beaucoup d'activités et d'actions de plaidoyer et de leadership. Des actions de leadership en intervenant surtout au niveau de la base, en ciblant les organisations de base, c'est-à-dire les organisations communautaires de base et les associations de la société civile. Et à ce titre, on fait partie d'une plateforme qui s'appelle 3 Cap Santé, qui est le cadre de concertation et de coordination des actions de plaidoyer en santé. Et on participe avec d'autres membres de ce cadre-là, et on est aux alentours d'une vingtaine. On fait beaucoup d'actions de plaidoyer au niveau périphérique en faisant participer les organisations communautaires de base, je disais tout à l'heure, les élus locaux, etc., pour les sensibiliser par rapport à cela. On est au mois du cancer, Octobre Rose, et chemin faisant, par rapport à ce mois du cancer, régulièrement, chaque année, on organise des actions de sensibilisation sous forme de plaidoyer, de randonnée ou de fitness
pour sensibiliser encore la population à côté de tout ce qui est dépistage systématique, à côté de tout ce qui est plaidoyer au niveau toujours de la base, pour que cette population-là puisse prendre en charge sa propre destinée, pour leur faire comprendre qu'il faut une bonne gouvernance en santé, pour qu'eux-mêmes ils se prennent en charge sur le plan sanitaire. Et donc, rapidement résumé, c'est ces niveaux-là, à ces différents niveaux-là où on intervient dans le cadre de la politique nationale de santé à côté. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles on intervient et on salue beaucoup le ministère de la Santé qui nous donne une place, maintenant c'est presque systématique, en nous faisant des invitations, en nous donnant des sièges au niveau de tous les ateliers pour lesquels la santé, les maladies non transmissibles doivent être discutées. Et nous sommes très ravis et on les remercie, on les félicite par rapport à tous ces aspects positifs qu'on note maintenant de plus en plus dans la prise en charge de nos patients au niveau du pays, que ce soit donc sur le plan des cancers ou des maladies cardiovasculaires ou le diabète, etc. On intervient donc pour toutes les maladies non transmissibles en faisant surtout beaucoup d'activités de plaidoyer au niveau de la base, surtout au niveau de la base, pour qu'on ait une bonne gouvernance en santé. Voilà ce que je peux dire pour le moment, en attendant d'autres questions. Merci. Merci encore, professeur. Cela ne m'étonnerait pas que votre intervention suscite des questions auprès des participants tout à l'heure quand nous aurons à leur donner la parole. Donc ce sera dans les minutes à suivre. Et juste avant de prier le professeur Wan de bien vouloir introduire la deuxième panéliste, je voudrais pêcher deux lignes fortes dans votre intervention. Premièrement, votre positionnement franc en tant que femme pour occuper en fait, l'espace utile dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Au fur et à mesure que vous parlez, j'étais en train de me dire que même dans la salle, il y a plus de femmes que d'hommes. Je sais que le forum aussi a particulièrement ciblé les femmes et les jeunes. Donc, si parmi les femmes médecins se positionnent de la sorte, donc ce sont toutes les femmes du Sénégal qui vont être mobilisées. Et le deuxième point, ou la deuxième ligne forte, c'est votre étroite collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour mettre en œuvre la politique nationale de santé et sur la base de beaucoup d'interventions communautaires, et je le dis en pensant à notre président Beitir Samba. Merci encore, professeur. D'une professeure à un professeur, je voudrais prier professeur Wan de bien vouloir introduire donc la deuxième panéliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. J'ai même envie de vous laisser continuer, tellement c'est agréable de vous écouter. Merci beaucoup. Alors, j'ai l'honneur d'introduire Madame le professeur Agnès Binak-Waho, ancienne vice-chancelière du Global Health Equity University à Kigali, ancienne ministre de la Santé, Rwanda, également lauréate du prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Elle est donc très bien placée pour répondre à la question qui va suivre. Trouvez-vous que les femmes sont bien impliquées dans les stratégies de lutte contre les maladies non transmissibles? Madame, vous avez la parole. Merci de la question et d'abord, merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment enchantée d'être parmi vous pour discuter d'un sujet aussi important. La place de la femme dans la santé en général, mais pour les maladies non transmissibles en particulier. Non, la femme n'est pas assez intégrée. Ça, c'est la réponse simple et directe. Quiconque vous dit le contraire est un beau menteur. Il y a des efforts qui sont faits dans certains pays et par certaines institutions pour changer ça. Ça, c'est vrai. Mais en général, regardez, et ça, c'est lié pas seulement au secteur où on est, le secteur de la santé, c'est lié à la culture, c'est lié à la situation générale de nos pays. Et quand je dis nos pays, on ne s'arrête pas en Afrique. Hein. Il y a des pays où c'est pire, allez aux États-Unis par exemple. La position de la femme dans la société n'est pas liée à ce que les femmes connaissent en moyenne ou à ce que les femmes peuvent réaliser. Elle est liée à la place que l'établissement veut bien leur faire.
Et il y a des pays où ça change. Ça, il faut le dire. Ce pays, celui-ci où on est maintenant, a fait de grands progrès. Mon pays, le Rwanda, a fait de grands progrès dans ce domaine aussi, avec plus de 60% des femmes au Parlement, par exemple, et minimum 30%. Mais pour que ces progrès arrivent, il faut les inscrire dans la loi. Parce que sinon, on dépend de la bonne volonté des hommes au pouvoir. Quand la philosophie change, on retourne en arrière. Et ça, pour éviter ça, il faut les inscrire dans la loi. Il faut aussi faire circuler et faire des recherches. Il a été prouvé que là où on laisse la place à la femme dans les postes décisionnels, les choses vont mieux dans les pays, les choses vont mieux dans les institutions. Les équipes de recherche sont plus performantes. Et de tels résultats devraient circuler pour pousser les personnes au pouvoir d'encourager cela. Bien sûr, ça dépend de l'éducation. L'éducation primaire, secondaire, de gros efforts ont été faits, bien qu'au secondaire, il y a encore beaucoup à faire. La culture, beaucoup de pays ou de leaders veulent changer, mais beaucoup de familles ne veulent pas que les filles aillent dans des circuits scientifiques parce que c'est trop long, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut s'occuper de ces enfants-là. Or, qu'on sait que tout ça peut être fait si on a des conjoints qui encouragent et qui aident à cela. Donc, il y a une disparité, elle reste, elle est grande, elle est globale. Et c'est ce que je pourrais dire pour commencer. Je crois que la discussion viendra après. Merci. Merci beaucoup, madame. Vous en avez déjà beaucoup dit. Quelqu'un disait qu'il vaut mieux un non franc qu'un oui mais. Vous avez dit un non franc. Et je pense que ça offre plus de possibilités de discussion, mais surtout d'action. La deuxième question, madame, toujours adressée à vous, c'est comment les systèmes éducatifs pourraient contribuer à un meilleur développement de programmes pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Vous avez la parole, madame. Merci pour cette question. Je pense que les programmes pourraient le faire, mais il faut sensibiliser les citoyens depuis petit. Pourquoi ne pas donner ce type d'exemple à l'école gardienne? Petite à l'école primaire, à l'école secondaire. C'est-à-dire, ces maladies font partie de notre vie, mais sont cloisonnées dans l'éducation. Ça ne va pas. Il faut vraiment en donner l'exemple dans l'éducation que l'on donne au jour le jour à nos enfants, au jour le jour à nos grands. Les ingénieurs, par exemple, on veut qu'ils créent des machines exceptionnelles. Intéressez-les à la création de machines pour la santé. Faites-leur visiter les hôpitaux. Expliquez-leur que les gens meurent parce qu'on manque d'ingénieurs. Expliquez vraiment les liens interprofessionnels sans lesquels une santé de qualité ne peut pas être donnée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Une très belle réponse qui sort des cadres. Et je pense que c'est vraiment très inspirant de vous écouter. Plein de bon sens et d'expérience. Alors, on va passer à l'intervenant suivant, oui. Dr Ning. Oui. Merci, je m'associe à vos félicitations. Pour introduire professeur Aya Alphonsine Kouassi, juste avant de vous donner la parole, j'ai eu le temps de remarquer, professeur, que professeur Issakha Diallo, très discrètement, est assis dans la salle. J'ai même dû demander confirmation, est-ce que c'est bien lui, hein? Et professeur Gallo Diop, presque blotti derrière mon directeur de marge, je vous salue respectueusement pour l'assistance
En fait, ce sont ceux-là qui nous ont formés. Donc vous imaginez le sentiment que cela crée d'être en leur présence. Professeur Aya, chez nous au Sénégal, on dit que, en français, on dit qui traduit trahit. Donc je commence par traduire, après je vais corriger dans la langue nationale. On dit que le voisinage est une maladie contagieuse. En Wolof, dëkkandoo day wàlle. Parce que votre première question est presque la même première question que j'ai posée à votre voisine de droite. Puisque vous êtes une femme médecin, mère de famille, scientifique, donc directrice d'unité d'enseignement et de recherche. Est-il facile d'allier tous ces rôles à la fois? Quels conseils donneriez-vous aux femmes pour mieux participer aux politiques de développement en général et à la lutte contre les maladies non transmissibles en particulier et en Côte d'Ivoire? Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je voudrais, avant de répondre à votre question, me permettre de remercier le professeur Awa Maricol qui nous a invités, Madame le ministre d'État, mais remercier aussi tout le comité d'organisation pour l'accueil chaleureux. Et je voudrais commencer par un constat. Le constat, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, c'est un peu plus de 29 millions d'habitants et 48% de femmes. Le taux d'analphabétisme est élevé, comme dans tous les pays, en particulier de l'Afrique au sud du Sahara, et ce taux d'analphabétisme est estimé à 47%. Parmi les analphabètes, 2/3 des femmes sont analphabètes. Comme conséquence immédiate, c'est la part minime que les femmes prennent naturellement dans l'activité du pays, dans les responsabilités. On estime à peu près à 52% des femmes contre 81% des hommes qui participent à la vie active du pays. Ceci dit, au plan général, au plan maintenant de l'université qui m'intéresse parce que je suis directrice d'UFR et professeure titulaire de bactériologie, virologie. Alors, au plan de l'université, sur 8 universités publiques, seulement 2 femmes sont présidentes d'université. Donc, lorsqu'on parle de genre, ces chiffres sont assez évocateurs. Et lorsque nous prenons le cas de l'université Félix Houphouët-Boigny, où je suis en tant que directrice d'UFR des sciences médicales, au niveau de la présidence, donc de la gouvernance, il y a une seule femme vice-présidente pour 3 vice-présidents. Déjà là, ça commence à approcher la parité demandée qui est de 1/3. Mais lorsque nous prenons les directeurs d'UFR, sur 13 à l'université Félix Houphouët-Boigny, nous ne sommes que 2. 2 directrices d'UFR, mais pour équilibrer un peu cela, à l'UFR des sciences de santé, actuellement, il y a 2 femmes sur 3. C'est-à-dire, la caractéristique des sciences de santé, c'est que depuis une dizaine d'années, même une décennie, plus d'une décennie, ce sont des femmes qui dirigent avec un bon rendement interne de plus de 85% de succès. Ceci dit, à partir de ces constats, nous comprenons avec humilité que nous sommes des chanceuses, mais avec une très grande responsabilité d'occuper ces postes de responsabilité en tant que mère, grande-mère, parce que je suis grande-mère de 2 millions de petits-enfants que j'adore, et directrice, enseignant-chercheur, directrice d'UFR. Alors, comment cela peut-il se faire, pour répondre à votre question?
Je dirais que ce n'est pas aisé, il faut le dire franchement, ce n'est pas aisé, mais c'est possible. C'est possible, nous le faisons, donc d'autres peuvent le faire. Pour cela, il faut un programme très, très exigeant, beaucoup d'exigences sur soi-même et avoir un très bon entourage dans le choix de nos collaborateurs. Une fois que cela est dit, la question concernant les conseils que je pourrais donner aux jeunes, en particulier aux jeunes filles, c'est d'abord se faire confiance. Ça, c'est un point qu'il ne faut jamais laisser. Vous êtes aussi capable, sinon parfois plus que les hommes, puisqu'on voit les résultats. Les premières, ce sont les filles, en médecine notamment. Donc, il faut vous faire confiance. Secondo, il faut persévérer malgré les obstacles. Nous vivons dans un contexte socio-culturel qui est défavorable à la jeune fille, à cause des idéologies patriarcales notamment. Mais cela ne doit pas vous empêcher de foncer, de poursuivre. Troisième conseil que je pourrais vous donner, après la persévérance et la confiance en soi, c'est d'avoir des modèles. Les modèles, c'est très important et il ne faut pas aller chercher loin des modèles. Nous avons des modèles. Moi, ma mère était mon modèle. Pourtant, elle n'a pas fait des études universitaires brillantes. Mais une femme peut être un modèle pour ses enfants qui la voient se dévouer corps et âme pour l'éducation. Il y a beaucoup de mères qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui ne dorment pas pour permettre à leurs enfants de travailler. Donc, il ne faut pas aller chercher des modèles loin, dans votre environnement immédiat. Vous avez ces modèles qui vont vous inculquer à aller beaucoup plus loin. Une fois que vous avez ce modèle, vous allez avoir des échecs dans la vie. Ça fait partie de la vie. Mais les échecs, vous devez en tirer les leçons pour aller plus loin. On fait un audit sans complaisance de nos échecs. Pourquoi ça n'a pas marché? Ce n'est pas forcément parce que je suis une femme. Peut-être qu'il a manqué quelque chose dans mon management, dans la façon d'expliquer aux gens. Et enfin, le dernier élément, il faut travailler. Travailler, travailler, travailler. Voici un peu pour répondre à votre question concernant les conseils. Et enfin, pour la lutte, pour ce qui nous intéresse, pour la lutte contre les maladies non transmissibles, je dirais qu'on doit éviter les cloisons. On ne peut... Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de programmes nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles. Mais ces programmes ne peuvent pas être sur le terrain. Ces programmes doivent travailler, doivent susciter le travail des ONG, des organismes non gouvernementaux qui sont sur le terrain, qu'ils vont éduquer, former, afin qu'ils soient le relais dans la communauté. Donc le volet communautaire est très important. Et il faut travailler en symbiose avec ceux qui sont dans nos communautés. Et puis, bien sûr, il y a le volet individuel. Lorsqu'on parle de maladies non transmissibles, il faut soi-même faire des efforts pour que vous ayez une vie moins stressante. Vous voyez, lorsqu'on décrit la vie d'une femme enseignante, chercheur, directrice du UFR, et comme beaucoup d'autres femmes ici dans cette salle, pour arriver à ce top niveau, c'est beaucoup de stress. Et lutter le stress, nous savons très bien en science, ça peut induire des cancers, ça peut induire des maladies non transmissibles. Donc il faut travailler sur le stress, avoir des moments de relaxation et puis surtout faire le sport. Ici, je remercie vraiment les
les organisateurs, parce que nous marchons. Nous marchons rien que pour aller prendre le déjeuner, nous marchons. Donc voici quelques petits conseils que je pourrais donner à tous ici. Merci. Professeur, je ne sais pas si vous avez constaté combien vous avez mis la passerelle entre la première question et la deuxième question. Parce que justement, dans la deuxième question, je voudrais vous demander de revenir succinctement, parce qu'en réalité, vous l'avez dit, hein, sur les programmes mis en œuvre par l'UFR Sciences de la Santé Félix Houphouët-Boigny pour impliquer les femmes et les jeunes dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Alors, merci. Au niveau de l'Université Félix Houphouët-Boigny, pour répondre à votre question, je vais commencer par la gouvernance. Donc, concernant la gouvernance, il existe une politique de genre d'inclusion, de genre et une politique d'inclusion sociale, de genre et d'inclusion sociale. Et le président de l'université, à la suite de cette politique, a nommé une responsable de cette cellule, qui est une dame, un professeur de biochimie et qui est professeur titulaire de biochimie et nutrition. Donc, elle connaît bien les effets, et elle a fait beaucoup de travaux sur la nutrition. Et au niveau de la gouvernance, comme je le disais tantôt, la parité genre en particulier, au niveau des UFR de médecine, je suis la 3e directrice de cette UFR. Avant moi, il y avait une dame et il y a aussi eu le professeur Ndri Youman Thérèse, que certains connaissent ici, qui a été ministre de la Santé. Et j'ai succédé à professeur Nangu Mansé Béatrice, donc des dames qui ont eu à diriger, avec la bénédiction du président de l'université, Félix Houphouët-Boigny, l'UFR des sciences médicales. Au niveau de la recherche, qu'est-ce que nous faisons? Au niveau de la recherche, nous participons personnellement au niveau du Fonds national qui a été créé pour le soutien à la recherche, à l'innovation et à la technologie, l'innovation technologique. Et ce fonds a des appels à projets, mais en plus des appels à projets à thème, il y a des appels à projets spécifiques femmes. Et dans ces critères que nous avons élaborés, le coordonnateur principal du projet doit être une femme, donc ce n'est pas être figurine, donc elle doit être une femme coordonnateur de projet. Et au niveau des étudiants qui vont bénéficier de ce projet, qui vont suivre ce projet avec le mentor, il faut qu'il y ait des étudiantes, en master et en doctorat, qui vont aussi. Donc c'est un peu une façon pour nous d'aider les jeunes filles à embrasser la carrière de chercheur. Au niveau des étudiants, nous les soutenons également pour qu'ils puissent travailler sur des projets de recherche, et je nommerai en particulier les étudiants SOIC, qui sont des étudiants que nous avons formés avec la AFOAN, qui est un réseau d'universités africaines dont fait partie le Sénégal. Nous avons adhéré seulement en 2021, la Côte d'Ivoire. Et nous travaillons de façon holistique, parce que nous avons vu que les problèmes de santé ne doivent pas être cloisonnés. Il faut pouvoir travailler avec toutes les spécialités qui ne sont pas forcément des sciences médicales. Donc, avec les projets du réseau AFOAN et nos étudiants que nous formons, ça permet aussi d'assurer la relève. Et parmi ces étudiants SOIC, un tiers sont des jeunes filles. Toujours au niveau de la recherche, nous avons beaucoup d'enseignants-chercheurs qui travaillent sur des axes de recherche concernant la nutrition, les maladies non transmissibles, etc., etc. Et nous essayons, dans la mesure de nos possibilités, de les accompagner.
Après la recherche, l'enseignement. Et tout le monde sait ici que nos enseignements se nourrissent de recherche. La plupart des directeurs de programmes nationaux de lutte contre les maladies transmissibles, et je salue ceux qui sont dans cette salle, sont des enseignants, chercheurs de notre UFR. De ce fait, ils incluent de façon systématique les étudiants avec eux dans toutes leurs activités de sensibilisation et de dépistage pour lutter contre les maladies non transmissibles, et l'UFR les accompagne. En plus, au niveau des enseignements, dans nos maquettes pédagogiques, nous tenons compte aussi, à partir du L jusqu'au D, des maladies non transmissibles qui sont incluses dans les UE ou les EQE. Nous parlons de cardiopathie, donc comme tout programme de médecine, depuis l'épidémiologie, en passant par le diagnostic et en insistant sur le volet prévention. Donc, il y a tous ces éléments que nous mettons en jeu pour pouvoir lutter contre les maladies non transmissibles. Et enfin, il y a les activités extra-universitaires que nous organisons. Ce n'est pas comme au Rwanda où tout le monde s'arrête pour faire le sport, mais le campus, tous les week-ends, vous verrez les samedis et dimanches des personnels enseignants ou les personnels administratifs et techniques et même les étudiants qui font du sport. Et enfin, en ce qui concerne la particularité des cancers féminins, nous sommes au mois d'octobre rose, nous participons surtout avec les jeunes filles et les sociétés savantes, telles que la Société d'ivoirienne d'oncologie. Nous participons au dépistage, par exemple, du cancer du sein actuellement avec la Société ivoirienne d'imagerie. Nous participons aussi avec les gynécologues, la Société ivoirienne de gynécologie, au dépistage, par exemple, du cancer du col. Donc, voici un peu résumé ce que nous faisons au niveau de l'Université Félix Houphouët-Boigny, au niveau de l'UFR des sciences médicales. Mais nous sommes conscients que cela ne suffit toujours pas. Merci. Mille merci à vous, professeur Aya. 3 conseils aux jeunes filles: se faire confiance, persévérer dans le travail, chercher des modèles. Les femmes savent chercher des modèles d'habits et de chaussures. Hein? Ce serait normalement aussi facile de chercher des modèles de personnes à copier, à imiter, auprès desquelles s'enrichir en termes de formation. Justement, 4 programmes à découvrir à travers les questions que vous souhaiteriez poser à professeur tout à l'heure au niveau de l'UFR. Donc, programme gouvernance, programme recherche, programme enseignement et programme activité extra-universitaire. C'est très bien noté. Merci encore, professeur. Professeur sans E, Wan. Merci. Veuillez, s'il vous plaît, introduire le panel suivant. Merci beaucoup. Alors, la prochaine, c'est une dame. Honneur aux dames. Professeur Faolé Olufunmilayo, voilà, professeur de santé publique à l'université Ibadan. The better, the best, and the oldest, and the best. Le plus ancien, le meilleur. C'est comme ça qu'il se qualifie. Alors, je vous pose la question en français, en sachant que ça va être traduit. La première question, c'est comment renforcer, améliorer la participation et l'implication des femmes dans la prévention, l'éducation, la sensibilisation, le dépistage et la prise en charge des maladies non transmissibles en Afrique. Madame, vous avez la parole. Good afternoon, everybody. I'm from Nigeria, so I'm English speaking. My French is just in bits, so I have to speak in English. So I'd like, first of all, to thank our chief host and the organizing committee for inviting me to the 6th forum. And without further ado, I'll answer the question posed by the co-chair. And his question was, how can we strengthen women's participation in NCD control? And of course, we certainly can and need to, because
women occupy a unique niche in the home and in the community, and we recognize that they can be influential in the prevention of NCDs in Africa. But how can we strengthen this important role that we envisage for women? First of all is education. One of the earlier speakers has said that literacy rate is very low in sub-Saharan Africa, and it cuts across most African countries, although there's variation, but it's the same story everywhere. So education of women and girls is crucial. With education comes health literacy. With education comes health awareness, and with education now comes NCDs awareness, and therefore more healthy choices. Closely related to education is the need for women empowerment, economic empowerment in particular. When women have resources, when they can control these resources, they are most likely going to make healthy decisions, take correct decisions, decisions that will improve their health and that of their family. And so things like eating better instead of allowing children to just eat junk or eat fatty food, encouraging exercising among the young people, children, even rest, not just studies for the children in the urban area, not just work, even physical activity, because we know even now for many young people, they like to spend all the time on the phone or on the television or on gadgets, and they fail to exercise. So with economic empowerment, women will be able to make healthier decisions and choices for their family members in the home. Also closely related to these 2 points, education and economic empowerment, is gender equity. We need to give women equal or better opportunities. These earlier speakers have all spoken about how little women are represented in science, and the need for women to be better empowered. So with gender equity, more opportunities, then we have health promotion, because women are occupying positions in science, in health, in education, and therefore they can participate in case detection, treatment, and even rehabilitations of people with NCDs. With it, gender equity also goes women in leadership. We need women in leadership so that they make the right decisions that would promote health, because men, of course, we don't think more about men. Women would think or can perceive and feel for what other women go through, and therefore more likely to empathize and make decisions that would be favorable and would support women. Research is inevitable. We need to get into research on NCDs. I'm a public health physician, and research is very close to my heart. I see that very little can be done without research. I don't know if the same, but I guess it's the same in many sub-Saharan African countries. Governments are not very enthusiastic to support health programs, so we need to source for funding for research from international partners. And with this research, we can do quite a bit. But even in the absence of big sums from partners, we can also encourage students, both undergrads and postgrads, to conduct simple research that can guide policy, that can be informative, and guide decision-making in workplaces. And also, women, when they're in leadership, then they can provide health services. It's not likely that a man is going to think about providing screening services for women, but when a woman is there, then she's also already thinking about other women and encouraging them to screen for some of the easily preventable NCDs. So women in healthcare delivery, women like many of us here who are physicians, and also is women associations, which one of the earlier speaker, the first speaker, made reference to. The National Medical Association of my country too is very, very active as regards screening for NCDs. In fact, what they do every year is that they do a package. The mammogram, pap smear, blood pressure, cholesterol. There is a package of about 6 easily blood glucose. They put it together and discuss with some healthcare facilities who are open for about 2 weeks, and women are encouraged to come and screen at a reduced price. They've gone into
negotiations with them, and the healthcare facilities too are smiling because they get a lot of patronage at that period because it's announced on the radio and on the television for everybody to know and make use of these services. Women in leadership are also able to ensure and enforce some of the things that we know are associated with the NCDs: smoking, alcohol use, drug use, even exposure to harmful substances in the home and in the community. They're able to ensure and protect women and the family from these things. Every opportunity to screen, we should latch onto it, to screen women at any health facility visit, to screen women when they come for antenatal, postnatal, immunization clinic, screen them and educate them too on self-breast exam, refer them to pap smear, refer them for mammogram, check blood sugar. So some of these things are part of the package of ANC, antenatal care. Check blood cholesterol, BMI, and promote physical exercise. So in short, I'd like to say that women can be strengthened by education, by providing screening services so that they can access these services, by providing care. We don't hope that they would contact NCDs, but we know that if women are good care providers, so women as physicians, women as pharmacists, women as laboratory scientists are all good for women and NCD control. Women as decision makers also, both in the home and in the community, would ensure that women's health are protected. As service providers, researchers, trainers, and of course as game changers in the home. Thank you. Merci. Merci beaucoup pour ce discours très convaincant et surtout très systématique. D'accord. Alors, on va passer à la deuxième question. En tant que doyen et femme au niveau de votre université, quel programme proposeriez-vous au School of Public Health Ibadan, Nigeria, pour impliquer les femmes dans la lutte contre les maladies transmissibles? Vous avez la parole. Yes, please. Thank you very much again for that question. We recognize that universities are academic institutions that can produce and disseminate the right, correct knowledge on diseases, particularly in this instance, NCDs prevention. And the universities bring together people of diverse background, diverse cultures, beliefs. In fact, it's the universe in a city. So it's an opportunity to disseminate correct knowledge and propagate the information on NCD control. But how can we do this? I'm in the School of Public Health at the first and the best university in Nigeria. You said so, I didn't say so. First is our academic curriculum. Academic curriculum of both undergraduate and postgraduate training. We need to look at the content. Of course, NCDs is taught in all this curriculum, but we need to ensure that we are revising. There's a policy in my institution that every 5 years you must revise, you must do a curriculum review. So the content of the curriculum to ensure that new NCDs that are coming on board are incorporated in our training, things like neurodegenerative diseases, mental health, accidents, injuries, that we're talking about them, not limiting ourselves just to the common ones such as hypertension and diabetes. The content, the time we allocate to the NCDC's training. The trainers, it's best that it is a multidisciplinary or interprofessional group, not just one group doing all the talking. We learn more when we interact with many others. And then even the method of the training. A didactic lecture is not always it. It's always good to back it up with some practical training. So along with the academic curriculum also is important is knowledge transfer and knowledge exchange. So universities provide opportunity for symposiums, workshops, seminars, conferences, even engaging with the public on the mass media, the radio and the television. So in this forums, women can be both the trainers and the trainees. Women can be the ones talking, and women can be the ones listening and learning and improving themselves. And since the advent of COVID, online training too is also crucial. So we don't always have to make physical one-to-one
face-to-face training, we could also embrace online training on the NCDs. Then, like I said before, internship and field placement, so that is all not too theoretical. We're actually taking the practical side of things, having hands-on experience. So this internship and training for our students to ensure that they go to the field and they could do these attachments, usually about, if it's postgraduate level, it ranges between 3 and 6 months, depending on the kind of postgraduate training at NGOs and government organizations that have a bias for NCD prevention. And of course, even at community level, as medical students, we all went to live in the community, in the rural areas for a period of like 8 weeks. So that is an opportunity to interact with community members, understand their beliefs and their biases, and be able to put them on the right track. Also is research. We know that the 3 fundamental pillars on which the universities stand is training, research, and provision of services. So research is very crucial, because when our data and our information is evidence-based, then we're able to influence policies and guide the implementations of the right programs. Like I said, it could be funded research, small research, secondary data analysis, systematic reviews, and also going with research is the importance of mentoring other younger females to ensure that we're passing on the baton. We won't be there on the stage forever, so that there are young people coming after us who can continue to propagate the knowledge. Closely related to research is publications. So we need to ensure, and we can support, that publications are generated that can also influence the academic community. Publications generally work best for the academic community. The third tripod of the university is service. And service, to ensure that we're doing this, we need to make sure that both our training and our research dovetails into service. As we're training and we're doing research, it provides the opportunity for us to provide service to the community members. Service majorly by health education to committee members, health talks, including screening services, screening for blood pressure, screening for cholesterol, blood sugar, pap smear, weight, BMI. All these things are very, very useful for community members. They're close to our hearts. We are used to them as healthcare providers, but they can make a lot of difference for other women who are in the community. Also with service, because I know that maybe it's similar to my country, government doesn't do too much because government is handicapped and is in recession and is broke. But we also try to engage our alumni of the university, our students who are abroad. There are a lot of healthcare providers in the diaspora, so we get them to support our work, and they support us to do medical outreaches. So we go to villages doing medical outreaches and providing screening services. Partnering with Women Association, I have given an example, and then working together with other professionals to ensure that we're delivering the goods of the university. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup. La régie, est-ce qu'il y en a qui sont encore disponibles pour intervenir en ligne ou non? C'est bon? On peut passer à 10 minutes de discussion. Après avoir remercié et applaudi encore une fois ces brillantes dames qui nous ont gratifiés de leur expérience tout à fait exceptionnelle. Elles nous disent que c'est possible, les femmes peuvent jouer un rôle déterminant dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Il faut y croire et il faut s'en donner les moyens. Pour résumer en une phrase leur brillant discours. Alors, on va peut-être passer aux discussions. Donc, on va ouvrir une liste. Binta Bokoum. Dites votre nom, s'il vous plaît. Khady Dieng. On n'a pas beaucoup de temps. L'organisation, on peut prendre quoi, Seynabou? On prend 10 minutes de débat. D'accord. Et Madame, c'est
Madame Gakou, excuse-moi. On vous reconnaît difficilement aujourd'hui, Madame Gakou. Derrière vous, c'est Christine. Létite, ok. Oui, Madame Kofi. Linda Kofi. Oui. Emmanuela, oui. Une, deux, deux. On a 6 intervenants, c'est bon? On peut y aller? Oui, c'est bon. Très bien. Binta, tu as la parole. Merci beaucoup. Donc, félicitations pour les interventions tellement pertinentes qu'on n'a même pas voulu que ça s'arrête, mais félicitations pour tout cela. Et moi, j'aimerais interpeller d'abord professeur Fat Samba Ndiaye par rapport aux actions qui sont mises en œuvre pour un accueil plus chaleureux dans nos structures de santé. Parce que c'est les femmes médecins qui doivent également coacher les plus jeunes médecins qui viennent d'arriver, mais aussi leurs autres collègues à qui on reproche pas d'interaction lors des consultations. On sait qu'on gagne beaucoup à travers une communication interpersonnelle pour que les clientes que nous avons, les clients que nous recevons, puissent intégrer les messages que nous leur donnons, mais aussi puissent suivre les conseils qui leur sont donnés pour une meilleure prise en charge de leur état de santé et rétablir la confiance aussi. On parle de malbouffe, mais il y a également les relais auxquels il faut s'attaquer. Les produits qui sont vendus et qui sont rendus très attrayants à travers les radios, la télé, la communication digitale, nous aussi, on doit prendre un chemin qui nous permette de proposer mieux que ce qu'ils sont en train de produire, parce que ce qu'ils produisent, eux, travaillent contre nous. Et nous avons les informations pour travailler, pour disséminer les meilleurs messages à travers la communication digitale, parce que ça marche beaucoup, mais aussi, on a tout de suite parlé de la communication au sein de la famille. Mais même dans la famille, il n'y a plus de communication, il n'y a que le portable. Donc, il est nécessaire aussi de travailler à ce que nous ayons des capsules qui sont faites par vous, les professeurs, par vous, les médecins, qui ne sont pas toujours accessibles, et donner les meilleurs messages à travers ces capsules qui vont être diffusées à tous les niveaux et rendues plus accessibles à tout le monde. Merci et félicitations. Merci beaucoup, Binta. Hadidien. Merci, professeur. Bonsoir. Moi, j'ai une question à proposer au professeur Fatou. Donc, en tant que présidente de l'Association des femmes médecins du Sénégal, ma question c'est, est-ce que les textes protègent assez les femmes pour qu'ils s'orientent vers les spécialités qu'ils veulent? Parce que parfois, tu vois une femme qui a fait ses études en médecine, qui veut faire une spécialisation, mais on lui dit immédiatement, non, ça prend beaucoup de temps. Parfois, voilà, tu peux tomber enceinte, tu n'es pas protégée, etc. Cette inquiétude, comment vous... je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette inquiétude-là. Parce que je me dis que moins de femmes spécialistes, ça va diminuer cette masse féminine-là qui va permettre de lutter. Donc, si on n'a pas cette masse, comment on va lutter? Donc, voilà, c'était ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Dieng, qui exprime une préoccupation bien réelle. Madame Gakou. Merci, mon professeur. Bonsoir, l'Assemblée. Et je suis venue en retard, je m'en excuse, je viens d'arriver. Mais oui, merci beaucoup, professeur. La question m'intéresse beaucoup parce que quand je vois la place pour les femmes dans la lutte contre les maladies non transmissibles en Afrique, c'est un plaidoyer que je veux faire. Une couche de la société, souvent, qu'on met de côté, les femmes dans les ménages. Parce qu'aujourd'hui, je pense que cette question qui remet un peu les responsabilités de ces femmes, nous voulons et nous aimerions, en tout cas je le souhaite, qu'on sait que dans le contexte sénégalais, je dirais en Afrique, au Sénégal en particulier, les femmes sont dans la cuisine. Et si on parle de maladies non transmissibles aujourd'hui, on parle de diabète,
d'hypertension. Ce que nous avons dans le bol a un grand rôle. L'activité physique a un grand rôle. Mais faudrait-il que ces femmes qui nous donnent à manger sachent ce qu'il faut faire, comment manger, comment préparer. Je pense qu'elles doivent être préparées à savoir que les maladies non transmissibles, voilà les attitudes et les comportements qu'il faut avoir dans le repas que nous préparons tous les jours et que toute la famille mange. C'est des choses simples, une sensibilisation, être à côté d'elles pour leur faire savoir cela, je pense que c'est très important. Elles ont notre santé, elles ont notre vie. Si elles sont dans le ménage, je prends qu'aujourd'hui, ne serait-ce que si on dit que les hommes ont le pouvoir aussi, les hommes peuvent aider à travers ce pouvoir qu'ils disent avoir, de pouvoir aider les femmes. On profite du contexte pour qu'au moins qu'on leur dise « je sais la même chose que toi ». Ça veut dire que les hommes peuvent accompagner les femmes pour que l'huile ne sera pas excessive dans le repas. Le sel non plus. C'est des petites choses qu'on peut leur dire. Et je pense qu'à travers les acteurs communautaires qui sont là à côté de nous, on peut vraiment faire ce travail pour un peu sensibiliser ces bonnes femmes qui ont notre santé, je dirais, et qui peuvent aussi jouer un grand rôle, qui ont une grande responsabilité dans ces maladies. Aujourd'hui, le diabète, on sait très bien qu'une bonne alimentation, mais quelle alimentation? Si on dit une activité physique, ce n'est pas aller faire le tour de la corniche tout le temps, mais 30 minutes de marche tous les jours, régulièrement, peut jouer un très grand impact dans ces maladies. Donc je pense que c'est important qu'on puisse accompagner ces femmes qui sont là et qui doivent donner le repas tous les jours à la famille. C'est important qu'on fasse un grand plaidoyer aujourd'hui et travailler avec les acteurs communautaires pour solutionner ces problématiques. Je vous remercie. Merci B. Merci beaucoup Madame Gako pour ce plaidoyer porté par une spécialiste du genre. Leitit, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Je me nomme Lydie Voglosi et je suis étudiante en médecine au Bénin. Donc moi, j'ai fait un constat dont je voudrais faire part. Au Bénin, on a ces petites associations, des rassemblements de femmes qui luttent, qui disent à promouvoir la femme. Par exemple, pour la Journée internationale de la femme, ma mère, elle est professeure. Donc elles organisent un rassemblement entre professeurs et elles fêtent la Journée internationale de la femme. Cette année, quand elle est revenue à la maison, je lui ai demandé de quoi vous avez parlé, quelles sont les décisions que vous avez prises. Elle m'a dit qu'elles ont pris un pain, elles ont cousu, elles sont venues, elles ont préparé à manger, elles ont bu. Et je me suis dit, donc vous n'avez discuté de rien, des filles qui doivent renoncer à aller à l'école parce qu'elles tombent enceintes, des filles qui ne peuvent pas poursuivre leurs études parce que les parents n'ont pas les moyens de leur payer leurs livres ou leurs documents. Donc j'ai l'impression que dans ces associations, dans ces rassemblements, elles ne connaissent pas la véritable cause de la lutte. C'est juste symbolique. Juste symbolique, on dit qu'on fête la femme, qu'on fête le fait qu'aujourd'hui on puisse nous donner la parole, qu'on puisse prendre des décisions. C'est juste symbolique. On doit, je ne sais pas, les sensibiliser sur la véritable cause, sur ce qu'on attend réellement des femmes. Ce n'est pas juste de dire que c'est la Journée internationale de la femme, on fête la femme. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont à des postes vraiment incroyables. Mais au niveau régional, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les décisions qu'on prend? Maintenant, je voudrais m'adresser au professeur Ndiaye. Elle a dit, j'ai apprécié le fait qu'elle ait dit qu'elle vit bien le fait d'être femme, médecin, professeur. Elle le vit très bien. En fait, chez nous, particulièrement pour moi, je trouve difficile le fait de pouvoir associer vie privée, vie professionnelle. Parce que la médecine, c'est déjà 7 ans. Et pour une femme, on trouve que 7 ans, c'est beaucoup. Quand est-ce qu'elle va avoir sa famille? Quand est-ce qu'elle va avoir ses enfants? À un certain moment, vos mamans vous dérangent, vous demandent, bon, toi, quand est-ce que tu te maries?
quand est-ce que tu as tes enfants? Tu vieillis déjà. Donc, on a peur, on se dit, est-ce que je ne vais pas juste faire mes 7 ans et avoir un mari, avoir des enfants? On ne pense pas trop à la spécialité, on a peur de continuer. Donc, je voudrais la remercier parce qu'elle m'a marqué, elle m'a motivée. Pour moi, c'est un exemple pour me dire que, bon, moi-même, je peux aussi aller au loin de 7 ans. Merci. Merci beaucoup, merci. Alors, Kofi Linda. Linda Kofi, vous avez la parole. Merci de raccourcir. Hein. Les derniers ont toujours... D'accord, bonsoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir à toute l'Assemblée. Moi, c'est Linda Kofi, étudiante en 6e année à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Pour moi, ma question, c'est... J'aimerais savoir quelles sont les limites, en fait, des femmes, des jeunes filles, dans cette lutte-là contre la croissance des maladies non transmissibles. C'est vrai que jusqu'ici, on a parlé de ce que les femmes doivent faire, ce que les jeunes filles doivent faire, mais j'aimerais savoir quelles sont, en fait, les limites de la femme dans cette lutte, si vraiment il y a des limites. Merci. Merci beaucoup. Cette question est transversale. Je crois qu'elle s'adresse... Chacun des panélistes peut y répondre. Emmanuela, vous avez la parole. Merci, professeur, pour la parole. Bonsoir à toute l'Assemblée. Je suis Bosso Emmanuela, étudiante en 5e année de médecine à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Aujourd'hui, force est de constater que nos parents africains ont développé une certaine mentalité selon laquelle les jeunes filles ne doivent pas faire de longues études au risque de ne pas pouvoir bien s'occuper de leur vie familiale. Alors, je voulais savoir quels moyens est-ce qu'on peut utiliser pour pouvoir changer la mentalité de ces parents africains-là, sachant que c'est essentiellement eux qui payent les études de leurs jeunes filles et aussi que les femmes doivent beaucoup plus s'investir dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui suis distrait ou j'ai les contraintes, mais ça va? Vous avez compris la question? C'est bon? Fatou, c'est bon. Bon, très bien. On va redonner la parole aux panélistes. Je vais peut-être juste demander la parole pour en fait saluer la présence des Badianougor. Je crois que... Avant qu'elles ne repartent, elles sont venues nous accompagner depuis hier. Et aujourd'hui, c'est à côté des organisations de la société civile. Il ne faut pas qu'en fait qu'elles partent sans qu'on sache qu'elles sont venues. Les Badianougor, ce sont en fait les tantes dans les familles qui s'occupent de la santé de la famille, notamment la santé des femmes et des enfants. Les papas aussi, hein, les grands-pères aussi. Mais vraiment, la santé des femmes et des enfants, des personnes vulnérables dans les familles. Et elles sont venues en fait nous accompagner. C'est peut-être, je vais dire quelque chose, dama leen gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw pour déglu waxtaan bi démb ba tey et di wax itam ne madame le ministre dafa am solo ci moom pour que jigéen ñi bàjjenu gox yi di fekke lii waxtaan nañ ak université waxtaan nañ ak jigéen ñi waxtaan nañ ak góor ñi waxtaan nañ ñi chercheurs yi mais am na solo li ñuy waxtaane fii askan bi jëriñoo ko te ci yéen lay jaar bu dee santé ci yéen lay jaar yeneen sëñ ay relais am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci soxla santé mais c'est important que ngeen xam njëriñ bi ñuy liggéey fii ñu bokk ko. Il est important qu'on sache que c'est la société civile, c'est les communautés qui doivent elles-mêmes comprendre ce que nous voulons et qu'ensemble, nous puissions avancer. Les chercheurs et les universitaires, les médecins ont tendance à rester dans les bureaux, à donner des ordres. Habillez-vous, toussez, venez, voilà. Et prenez l'ordonnance matin, midi, soir. C'est pas sûr que c'est accepté. Quand c'est pas compris, ça ne peut pas être accepté. Bu ngeen déggul li ñuy wax, du ngeen def li ñu bëgg. Waaye ñun tam war nañu dégg li ngeen di wax pour ñuy xam ni ñuy jaar ba mën a avancer. Santé, maladie non transmissible, wax nañ ne ci jigéen ñi lay jaar. Ci jigéen ñi ñoo ci mën a dox pour mu wàññeeku. Ce matin, une importante conférence a été faite par le professeur Amadou Gallo Diop di expliquer jigéen ni muy ëmbe doom bi ci biiram ni ndey ji lekk sax moo koy topp ba biñ koy suul
li ndey jiy lekk ci biiru ndaw si moo koy topp ba bañ ñuy suul kooko bu nekkee mag baay bi am na solo mu xam loolu jàppale jabaram ci ëmb bi xam li mu war a lekk li mu war a def ba xale bi juddu li ñuy jox xale bi ci lu muy lekk liñ koy yare ba ci téléphone yeeg vidéo yeeg télévision bi yëpp wax nañ ban njëriñ lay am ak doxantu bi sport bi naan lekk gu sell et j'ai entendu tout à l'heure dox ak ndox dox marché ak ndox naan ndox nag la ñu wax ak dox mooy njëriñ indi ci jàmmi borom ba comme on dit ci xale. Donc c'était important, je voulais juste faire cette parenthèse pour dire qu'on a besoin également de sortir des amphis. Ces femmes étaient venues nous accompagner. Merci les Badianou Gox. Merci beaucoup docteur Seynabou. Je crois que c'était une intervention très très importante de souligner encore une fois le rôle des organisations de la société civile, en particulier les organisations de femmes dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Mais je crois que les professeurs sont en train de sortir de leur bureau, hein, docteur Seynabou. Quand on a écouté le professeur Gallo et le professeur Fatou Samba Ndiaye, je pense qu'on comprend qu'ils sont maintenant à l'étroit dans leur bureau et qu'ils sont en train de sortir. Alors, on va reprendre en donnant à chaque panéliste 2 minutes pour répondre très rapidement aux interpellations qui ont été faites. Professeur Fatou Samba, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci beaucoup, professeur. J'ai été interpellée d'abord par ma consoeur Binta Bokoum. Alors, Binta, par rapport aux actions qui ont été mises en œuvre, ou plutôt qui vont peut-être être mises en œuvre, nous, au niveau de l'Association des femmes médecins du Sénégal, on a une cohorte de préfems qui est constituée par tous ces futurs docteurs, mais qui n'ont pas encore soutenu, qui proviennent des 5 universités du Sénégal, qui sont au nombre de 380, qu'on est en train de capaciter. Les capacités dans l'accueil, dans le langage des signes, parce qu'effectivement, pour cette population de patientes malentendants, il faudrait qu'ils trouvent un répondant pour parler avec les signes, mais également, on a un programme pour la puériculture. Parce que derrière, il y a toutes ces crèches qu'on veut implémenter au niveau des hôpitaux pour pouvoir permettre aux praticiennes d'aller régulièrement allaiter et revenir travailler. Et ça, on se rend compte que ça diminuerait beaucoup l'absentéisme au travail pour ces femmes médecins. Alors, pour la malbouffe, effectivement, comme tu le dis, des actions de plaidoyer doivent être faites. Nous avons commencé des actions de plaidoyer. Pourquoi pas utiliser la communication digitale? Hier, on avait une journée avec Dr Anne sur l'anémie. On était dans un atelier et on avait suggéré de faire partie de ce comité ad hoc pour pouvoir parler de l'anémie. Pas que les nutritionnistes s'en emparent, mais également les universitaires. D'autant qu'on a dans nos bagages des études qui ont été faites sur l'anémie au niveau de certaines populations. Et on a même suggéré de créer une plateforme e-anémie à l'image de e-diabète pour que la population puisse discuter et trouver des solutions. Alors, pour Fayol, est-ce que les textes protègent les femmes dans certaines spécialisations? Je dirais que non. Pour répondre correctement à ta question, pas toutes les spécialisations. Si vous allez faire, par exemple, l'anesthésie réa, la gynécologie, certaines spécialités qui sont tellement lourdes, vous allez avoir du mal, surtout si vous venez de vous marier et si vous devez faire vos enfants. Et nous, on a ce problème-là au niveau de la faculté de médecine, parce que comme vous êtes en situation d'apprentissage, vous n'avez pas le droit au congé de maternité. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est de différer les examens. Par exemple, vous êtes enceinte, vous allez accoucher. Ce qu'on peut faire, c'est de vous dire, on vous organise un examen d'ici la fin de l'année. Mais on ne peut pas vous dire, vous étant étudiante, vous êtes en congé de maternité. Ce n'est pas possible. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir
les femmes doivent réfléchir déjà par rapport à la spécialisation qu'elles doivent embrasser. C'est un choix. La vie, c'est une question de choix. Si, par exemple, tu te dis, moi, je veux faire 5 enfants, je veux devenir anesthésiste réa, ou tu te maries tôt ou tu te maries tard, hein, et puis tu te donnes une durée pour ta spécialisation. C'est ce que nous autres, on a fait. Hein. On a attendu en dernière année pour se marier, faire rapidement 2 enfants, et puis stop, continuer. Merci beaucoup, professeur. Heureusement, j'ai eu peur que vous me disiez... C'est des stratégies, en fait. Il faut réfléchir. D'accord, merci beaucoup. Il faut réfléchir. Professeur Agnès Binagwaho, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, mais je suis contre ce que vient de dire ma sœur. Les femmes ont fait des enfants pour la société devrait penser à nous. Et il n'est pas normal que moi j'aille faire mes enfants vite pour accommoder une société qui ne tient pas compte de moi. La société doit tenir compte des femmes. Et demain, parce que toutes nos filles iront à l'école, si nous voulons que les familles résistent, la société doit y penser maintenant. Merci. Vous, professeur Aya Alphonsine Kouassi, vous avez la parole si vous voulez réagir pour 2 minutes. Alors, je vais remercier d'abord ces jeunes dames qui ont posé des questions très, très pertinentes. Et Lydie a parlé des symboliques de journée internationale de la femme qui existent partout dans nos pays. Ça n'a rien à voir avec ce que ces gens de journée, bon, nous en tout cas on ne participe pas. Parce que ce qu'on recherche, c'est vraiment échanger, faire comprendre, et c'est différent. Au cours de ces journées, on peut inclure des séances de dépistage, de sensibilisation, comme on le fait pour Octobre Rose. Bon, mais ça, c'est autre chose. Alors, Linda a posé la question de savoir quelles sont les limites de la femme. J'ai envie de dire nos limites, mais ce n'est pas vrai. On a bien sûr des limites. Mais il faut reposer la question, je vous ai dit tout à l'heure, de tirer des leçons de ces échecs. En fait, parce qu'il faut changer de stratégie et de méthode. Peut-être que ça n'a pas marché. Mais on fonce, on continue. J'ai un maître qui me disait, lorsqu'on te chasse par la porte, rentre par la fenêtre. Pour dire qu'il faut vraiment persévérer. Hein? On a des limites, certes, mais reculons ces limites au maximum de nos capacités. Emmanuela a demandé la réalité, les longues études et la mentalité de nos familles africaines, surtout que ce sont nos familles qui payent nos études et qui sont pressées que nous puissions nous marier pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Alors, c'est un problème tellement délicat et réel, ça existe dans toutes nos familles. Nous sommes là, je crois, ce matin, tout ici, pour vous montrer et montrer à nos familles que c'est possible d'avoir des femmes responsables, directrices, et qui puissent... C'est une fierté pour les parents. Parce que lorsque vous avez une fille qui réussit, c'est vous qui êtes les premiers. Vous ne mourrez jamais de faim. Lorsque votre fille est bien établie, elle va toujours penser à ses parents. Donc, nous constituons un peu des modèles de représentativité de ce qu'on appelle réussite en griffe au niveau de la société universitaire. Donc, c'est des modèles que nous vous montrons pour montrer que c'est possible et pour les utiliser, pour dire à vos parents que c'est réel. D'autres ont pu le faire. Nous pouvons le faire. Il suffit de nous accorder un peu de temps, mais pour ça, il faut travailler. Les études de médecine sont longues, tout le monde le sait. Donc, ce n'est pas en doublant toutes les années que vous allez pouvoir faire cela. Il faut vraiment embrasser cela et travailler, je l'ai dit dans les conseils, travailler un peu plus, généralement même travailler un peu plus qu'un homme.
Parce que pour gagner sa place dans ce monde qui est masculin, il faut le dire, il faut travailler et travailler un peu plus qu'un homme. Merci. Merci. Nous allons, last but not least, donner la parole à Madame le professeur Faolé Olufunmilayo. So I would like to respond to two questions. One about the limitations for women in the fight against NCDs, which was asked by the lady in that corner. And I would just like to refer you to the disease triad, or epidemiological triad or infection triad, where we have three things: ignorance, poverty, and disease. It's a triangle: ignorance, poverty, and disease. So when there is disease, it's promoted when there's ignorance, and there's promoted by poverty. And that's why when I was saying the way we can strengthen women's participation, education, economic empowerment, women in decision making. So those are important things that would ensure that women can actually make their mark. So to the other lady who asked also a question in that direction about having a critical mass of women who can be on board in this fight to prevent and control NCDs. I like the idea, but you know, it will never be enough. So a critical mass is good, but it will never be enough. And we should just start. Something simple, something small, whatever we can do in our own space, we should just make sure that we're on the lookout and we're doing it. But it's important too to get other people on board, and then that is building that mass. So mentoring is very, very important. All we women professors, it is very important that we mentor. So, and many actually do, because many times you find out that you can't do it alone. You cannot do all these things, be a successful mother, be a successful scientist. You can't do everything alone. So you find out that you work in teams. So in that process, you begin to mentor. So mentoring is crucial. And like somebody said, please look for role models to build your capacity. Thank you. Merci, merci beaucoup. Je crois que la session tire à sa fin. On remercie tous les participants. On laisse le dernier mot à Dr Bernard Benying, directeur de la santé du Sénégal. Merci infiniment, professeur Wan. Si vous regardez l'agenda, il était prévu que nous terminions à 16h30. Je tiens à vous remercier d'avoir très, très précieusement contribué à ce respect de l'heure de la fin, donc de notre session. Nous avons réfléchi autour de équité et genre et maladies non transmissibles. 3 mots pour clôturer. S'il est admis que les maladies non transmissibles sont le résultat d'une combinaison de facteurs, donc les enseignants-chercheurs nous disent facteurs génétiques, facteurs physiologiques, facteurs environnementaux, facteurs comportementaux. Dans cette réflexion, nous avons également compris que c'est une combinaison de stratégies qui viendra à bout de ces maladies non transmissibles. D'où le thème général donc de ce forum, l'Afrique en lutte contre les maladies non transmissibles. Souligner dans cette Afrique en lutte la confluence des stratégies vers les femmes et vers les jeunes. Le deuxième mot, mais c'est que tous les panélistes ou toutes les panélistes de cet après-midi étaient des femmes. Donc, nous avons encore, et nous en aurons toujours des raisons de remercier les femmes, et en remerciant ces femmes, de rendre hommage à l'une d'elles, qui nous a rendu une discrète visite pendant que nous débattions, le professeur Eva Marie Kolsek, l'initiatrice et la porteuse de ce panel. Elle est venue, elle est restée un temps avec nous, et c'était très réconfortant, c'est encourageant, c'est motivant de voir que malgré tout ce qu'elle a déjà fait, aujourd'hui, elle agit comme s'il était seulement en train de commencer à faire et à donner. Professeur, nous vous rendons hommage. Professeur, nous disions, professeur Aya disait qu'il fallait chercher des modèles. Nous avons notre modèle. Nous avons notre Eva, nous avons notre professeur Eva Marie Kolsek, nous avons notre présidente,
du Forum Galien. Nous avons notre présidente de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Nous avons notre modèle ministre d'État, nous avons notre professeur. Et professeur, c'est en ce sens que Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, me charge de vous renouveler d'abord son soutien par rapport à ce forum que vous organisez régulièrement. Son soutien par rapport à l'attention qu'elle porte aux conclusions de ces forats pour les reverser dans le renforcement de notre système de santé. Et elle salue en vous cette double dimension. Une histoire de vie, parce que votre parcours c'est une histoire de vie, et l'histoire d'une vie, l'histoire de votre vie pour le bien du Sénégal, pour le bien de l'Afrique, pour le bien du monde. Mesdames et messieurs, merci d'avoir participé à ce panel. Merci à tous ceux qui ont contribué ici et là, et vive la lutte contre les maladies non transmissibles pour une meilleure santé mondiale. La séance est levée. Merci beaucoup.